Bonjour à tous. Retour ce matin à une audition qui s'est déroulée hier après-midi au Sénat. La Commission des finances a demandé à la Cour des comptes d'enquêter sur l'économie mixte locale. Les sociétés d'économie mixte locale concernent directement plusieurs domaines de notre quotidien, comme le transport, le logement, le tourisme ou bien encore le développement économique. Elles associent dans leur capital des collectivités locales, mais aussi des actionnaires publics et privés. La Caisse des dépôts possède de nombreuses participations dans ce type de société. Mais ces participations sont gérées par des antennes régionales. Conséquemment, le système est très nébuleux et complexe. Et donc ce grand investisseur public ne sait pas toujours où vont ses participations et donc les risques associés. Alors comment améliorer la gouvernance de la Caisse des dépôts? Comment mieux sécuriser les risques dans l'économie mixte locale? C'est l'objet de cette audition. Bien, mes chers collègues, si vous le voulez bien, j'ouvre cette nouvelle audition de suivi d'une enquête réalisée par la Cour des comptes en application de l'article 58.2 de la loi organique sur les lois de finances. Et cette enquête concerne les participations de la Caisse des dépôts et consignations dans l'économie mixte locale. Nous avons invité à cette audition nos collègues de la Commission des lois qui ont récemment examiné la loi pour le développement des sociétés publiques locales, dont notre collègue Jacques Mézard était le rapporteur et qui est présent, et nos collègues de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Je vous rappelle que notre réunion est ouverte à la presse. Cette audition a une double raison d'être, puisqu'elle fait également suite à la transmission à notre commission des finances d'un rapport particulier de la Cour des comptes. Je vous rappelle que nous avions décidé, lors du séminaire de la commission qui s'est tenu en 2007 au Mans, en présence du premier président Philippe Séguin, de procéder à un suivi plus systématique des rapports particuliers et des référés qui nous sont transmis par la Cour des comptes et qui ne font pas l'objet d'une publicité sauf insertion ultérieure dans le rapport public annuel. La demande d'enquête est venue compléter, est venue actualiser le rapport particulier dont les travaux avaient débuté en 2008, dont les conclusions, nous le verrons, avaient inspiré la Caisse des dépôts et consignations dans la réforme de certaines procédures. Et nous aurons ainsi le privilège de constater que certaines recommandations sont d'ores et déjà suivies des faits. Outre l'actualisation de l'étude sur le pilotage des sociétés d'économie mixte de la Caisse des dépôts et consignations, déjà engagée par la Cour des comptes, la demande d'enquête 58.2 visait principalement à apporter trois séries d'informations que je voudrais rappeler. D'abord, établir une typologie des sociétés d'économie mixte concernées, ainsi qu'un bilan de la diversité de leur statut et de leur évolution juridique. En second lieu, mesurer la valeur ajoutée apportée par la Caisse des dépôts et consignations dans ce type d'activité au regard de la gouvernance ou des modes de financement et apprécier la sincérité et la traduction dans les comptes et les budgets des partenaires, notamment des collectivités territoriales, de l'appui de la Caisse des dépôts et consignations. Et enfin, porter une appréciation sur la nouvelle doctrine d'intervention de la Caisse des dépôts et consignations, sur sa politique d'arbitrage, sur le stock de participation et sur les problèmes liés à l'application du droit de la concurrence. À cette fin, nous recevons pour la Cour des comptes le président de la Première Chambre, M. Christian Pabuzio, M. Jean de Gaulle et Emmanuel Duret, conseillers maîtres, et Mme Martine Ullmann, rapporteur. La Caisse des dépôts et consignations est représentée par M. Michel Bouvard, président de la commission de surveillance, Augustin de Romanet, directeur général. Nous avons également Mme Bric, qui est membre de la commission de surveillance, mais elle siège ici en sa qualité de commissaire des finances. La direction générale du Trésor est également présente, c'est l'autorité de tutelle de la Caisse des dépôts et consignations. Elle est représentée par M. Hervé de Villerocher, chef du service du financement de l'économie. Il nous a également paru utile de solliciter la Direction générale des collectivités locales, qui est représentée par M. Bruno Delsol, adjoint au directeur général des collectivités locales.
J'ai, pour ma part, une double préoccupation concernant la question abordée par l'enquête de la Cour des comptes. Je souhaite en premier lieu que cette enquête permette de fournir des informations fiables sur le secteur d'activité qui forge depuis longtemps des relations que j'aurais envie de qualifier de complices entre les collectivités territoriales et la Caisse des dépôts et consignations. Il est important, me semble-t-il, de prendre la mesure de l'importance ou de la modestie des sommes en jeu et d'appliquer à ce secteur un minimum de principes de gestion en toute connaissance de cause. Et je suis conscient que la présence des représentants de la Caisse des dépôts et consignations dans les conseils d'administration des sociétés d'économie mixte est un apport considérable à la bonne gouvernance des dites sociétés. Dans le rapport particulier qu'elle a transmis à la Commission des finances, la Cour des comptes notait en particulier que pour 12% du portefeuille en volume, le taux de participation de la Caisse est inférieur à 5% du montant investi, inférieur à 15 000 €. Elle mettait l'accent également sur un taux de rendement très faible, de l'ordre de 0,3 à 0,4% pour les seules sociétés d'économie mixte qui distribuent des dividendes, et toutes ne distribuent pas des dividendes. Elle faisait état enfin d'une caractérisation des risques peu satisfaisante qui plaçait 40% des sociétés d'économie mixte locales sous le statut de sensibles. Ces observations conduisent évidemment à souligner le caractère de quasi-subvention des participations de la Caisse des dépôts et consignations dans l'économie locale. Manifestement, une certaine évolution est en train de se faire jour à l'initiative de la Caisse, évolution stimulée par la Cour des comptes. Il est souhaitable d'en faire le point. Ma seconde préoccupation porte sur la volatilité de l'environnement juridique qui a connu deux mouvements majeurs. D'une part, le durcissement des contraintes de mise en concurrence, à la fois internes et européennes, et d'autre part, l'apparition de nouvelles structures qui s'ajoutent ou se substituent aux sociétés d'économie mixte. La Caisse des dépôts et consignations, pour sa part, intervient dans l'économie locale en usant d'autres formules juridiques. Société anonyme simplifiée, société civile immobilière, société de projet. Alors que les collectivités territoriales souhaitent plus d'autonomie, plus de simplicité dans les procédures en utilisant des sociétés publiques locales, les SPL, sorte de quasi-régie. La question posée est donc bien celle de l'avenir de ce mode d'intervention qui n'est peut-être plus adapté à notre temps. Afin de préserver une possibilité effective de dialogue et de débat, je demande aux interventions liminaires de chacun de se limiter aux observations principales. La parole sera successivement aux magistrats de la Cour des comptes, d'abord, ensuite aux représentants de la Caisse des dépôts et consignations, pour leurs observations sur les analyses que présente la Cour des comptes, et enfin aux représentants de la Direction générale du Trésor et de la Direction générale des collectivités territoriales. Nous devons être d'autant plus synthétiques que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a des engagements impératifs hors du Sénat autour de 17h30, je crois. Chaque commissaire, bien sûr, qui le souhaitera, pourra enfin poser ses questions. Je rappelle aux membres de la Commission des finances que nous aurons, à l'issue de ce débat, à prendre une décision sur la publication de l'enquête de la Cour des comptes au sein d'un rapport d'information. Ayant dit cela, la parole, pour commencer, est donc au président de la première chambre, Christian Babuzio. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, les travaux que nous avons menés à votre demande et qui font l'objet de cette séance s'inscrivent dans le prolongement de travaux que nous avions menés il y a quelques mois à la propre initiative de la Cour sur le pilotage des participations de la Caisse des dépôts dans les sociétés d'économie mixte locales. Ces investigations avaient donné lieu à un rapport particulier au sens de la procédure de contrôle des entreprises publiques, dont la synthèse est d'ailleurs jointe à la communication qui a été adressée à votre commission. Ce rapport particulier comportait 19 recommandations et il a d'ores et déjà contribué à ce que s'enclenche un processus d'amélioration en matière de contrôle interne et de pilotage du portefeuille
qu'il s'agisse du système d'information de gestion des métiers, du suivi des SEM sensibles et de la politique de provisionnement, des processus d'engagement ou encore de la prévention des risques. Ces améliorations, nous avons pu les constater à l'occasion de la nouvelle enquête que vous avez demandée à la Cour. En outre, dans ce rapport rédigé à votre demande, la Cour s'est efforcée d'approfondir d'autres points, notamment l'apport des sociétés d'économie mixte locales au développement local et la nouvelle doctrine définie par la Caisse dans son plan stratégique Élan 2020. Notre rapport prend aussi en compte les évolutions juridiques récentes que vous avez rappelées, Monsieur le Président, et le point de vue des principales associations de collectivités territoriales que nous avons entendues. 4 points saillants dans cette communication. Tout d'abord, la présence de la Caisse des dépôts au capital de ces sociétés d'économie mixte locales résulte largement de l'histoire et son importance relative est désormais assez limitée. La Caisse des dépôts, certes, dispose aujourd'hui d'un portefeuille de 442 participations, d'une valeur de 222 millions en coût historique et de 590 en quote-part d'actifs nets comptables détenus, et elle est ainsi présente au capital de 42% des SEM locales recensées par la Fédération des entreprises publiques locales. L'importance de ce portefeuille est toutefois à relativiser. Il ne représente en effet qu'un peu plus de 1% de la valeur d'acquisition des participations de l'établissement public au 31 décembre 2009. Donc c'est petit aujourd'hui. Ce portefeuille résulte de la sédimentation de plusieurs époques et porte fortement la marque de la période de reconstruction de l'après-guerre et de la politique d'aménagement du territoire des années 1960. Cet investissement est concentré dans le secteur de l'immobilier résidentiel, à lui seul près de la moitié des participations de la Caisse, concentré aussi dans quelques régions, dont l'Île-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Côte d'Azur, Pays de Loire, sans oublier l'Outre-mer. En nombre de participations, c'est le secteur de l'aménagement qui domine, puisque la Caisse est présente au capital de plus de 60% des SEM locales d'aménagement. Ce portefeuille comprend par ailleurs près d'un tiers de sociétés d'économie mixte locales dites faîtières, 127 sociétés faîtières, qui détiennent elles-mêmes près de 320 participations au statut juridique très varié et dont la Caisse est souvent aussi un actionnaire direct par ailleurs. La structure du portefeuille traduit avant tout la volonté de la Caisse de répondre aux sollicitations des collectivités locales, sans avoir toujours su, du moins jusqu'à une période récente, faire prévaloir des axes stratégiques. Il en est résulté un portefeuille qui peut sembler hétérogène, du fait d'une forte dispersion des montants investis, des taux de détention et d'une grande diversité des SEM locales de gestion. Pour autant, ce portefeuille n'est pas seulement un simple héritage historique, il permet encore à la Caisse et à ses filiales d'entretenir un réseau local essentiel dans le secteur de l'économie mixte. Elle s'est d'ailleurs attachée à mettre fin aux situations de conflit d'intérêts qui étaient parfois dénoncées antérieurement par les chambres régionales des comptes et plusieurs sociétés du groupe Caisse des dépôts, prestataires des SEM locales, avaient adopté, nous le savons et vous le savez bien, de très longue date, un modèle de travail en réseau qui n'était pas dépourvu d'ambiguïté. Il y a été largement remédié, mais ça et là subsistent des risques de conflits d'intérêts qui n'ont pas donc encore totalement disparu. Deuxième point saillant, c'est que les risques financiers supportés par l'actionnaire Caisse des dépôts restent au total limités.
L'implication de la Caisse des dépôts dans l'économie mixte locale ne consiste pas seulement dans des prises de participation minoritaires, mais également dans l'octroi de prêts sur fonds d'épargne pour 5,2 milliards en 2009 et de prêts de la direction bancaire pour 339 millions d'euros. Cependant, ces activités sur fonds d'épargne ou de banquiers court terme présentent des risques limités et globalement maîtrisés. En effet, les processus d'engagement s'appuient sur des procédures et des délégations de compétences normées et bien rodées. Le dispositif de contrôle interne a beaucoup progressé depuis 2008. Les prêts sur fonds d'épargne sont en outre couverts par de larges garanties publiques. La limitation des risques de la Caisse au titre de son activité bancaire repose quant à elle sur une connaissance précise des SEM locales par le réseau, même si cette connaissance n'exclut pas tout risque de défaut. Le réseau bancaire, de surcroît, ne cherche pas à conquérir des parts de marché au détriment de la maîtrise de ces risques. Le risque investisseur est également limité par le taux de détention toujours minoritaire du capital des SEM locales. La contrepartie, évidemment, est que l'essentiel du risque éventuel demeure sur les collectivités locales et leurs groupements en leur qualité de garants. Mais pour ce qui concerne la Caisse, un processus d'amélioration du concern interne et la mise en œuvre des règles prudentielles dites de Bâle III conduisent à limiter les risques liés à ce portefeuille. Troisième point saillant, c'est que l'environnement juridique et financier dans lequel s'inscrivent les SEM locales et leurs actionnaires est instable. Il s'agit en premier lieu du contexte juridique. Vient en effet, vous le rappeliez, Monsieur le Président, d'intervenir la loi du 29 mai 2010 relative au développement des sociétés publiques locales. Son impact sur le portefeuille reste difficile à appréhender avec précision. Nous avons à cet égard auditionné beaucoup d'acteurs et on voit bien que l'impact exact ne pourra sans doute se dégager davantage que d'ici peut-être au moins une bonne année. Alors, il semble cependant que les transformations de SEM locales en SPL ou en SPLA seront plus nombreuses pour les petites SEM municipales et dans le secteur de l'aménagement que pour les autres types de sociétés. Le souci des collectivités de travailler avec des aménageurs qu'elles ont ou auront elles-mêmes créés et qui leur seront propres devrait en effet les conduire à utiliser les nouvelles possibilités ouvertes par la loi. Parallèlement, il se peut que les communes transforment de petites SEM locales en SPL pour simplifier leur gouvernance. Mais tout aussi important que l'environnement juridique est le contexte financier. Les acteurs de l'économie mixte évoluent dans un contexte marqué par des contraintes financières fortes, aussi bien pour la Caisse que pour les collectivités. La Caisse des dépôts attend désormais de ses investissements une rentabilité financière à long terme, alors que pour l'instant, son portefeuille, vous le rappeliez, ne génère que très peu de dividendes. Elle prévoit même d'essayer d'autofinancer à l'avenir une part importante de ses investissements dans cette économie mixte. La Caisse souhaite donc accroître la rotation de son portefeuille par la mise en œuvre d'une politique de rationalisation visant à se recentrer sur les SEM à enjeu, ce qui constitue une rupture par rapport au passé. La Caisse se heurte cependant au caractère très illiquide de ce portefeuille. La Cour a également constaté que ce portefeuille ne représente qu'une faible part des investissements d'intérêt général de la Caisse, entre 1 et 6% de 2004 à 2009, et cette tendance semble appeler à se confirmer à l'avenir puisque la Caisse ne prévoit d'y investir que 3 à 5% du montant total des investissements d'intérêt général programmés pour 2010 à 2012. Pour apprécier les évolutions en cours dans ce contexte juridique et économique évolutif mais contraint, il faut enfin tenir compte de la stratégie désormais clarifiée par la Caisse. Et ce sera le quatrième point saillant que je soulignerai. Effort en effet pour fixer un cadre stratégique clair. Cet effort a permis de rendre plus lisibles les doctrines d'action de la Caisse des dépôts comme investisseur avisé d'intérêt général, pour reprendre l'expression désormais utilisée par la Caisse.
Cette clarification des principes d'intervention s'est accompagnée de la réorganisation en 2008 de la direction compétente de la Caisse, avec notamment la création d'un département dédié. Grâce à la professionnalisation du métier d'investisseur et depuis l'instauration d'un corps de doctrine d'action, l'établissement public est en mesure de mieux affirmer ses principes d'intervention dans les projets structurants des collectivités territoriales et de rationaliser les différents segments de son portefeuille par une politique d'arbitrage des lignes non stratégiques. Les investissements sont désormais concentrés sur les secteurs mis en avant dans le plan stratégique Élan 2020, les universités, l'économie de la connaissance, le développement durable, les énergies renouvelables, le développement numérique du territoire, le logement ou encore la politique de la ville. Cela, d'ailleurs, sans que la forme juridique utilisée soit nécessairement une société d'économie mixte locale. La nouvelle stratégie de la Caisse la conduira à restreindre sa participation à un nombre limité de projets, sélectionnés non seulement en fonction de leur rentabilité financière à long terme, mais aussi sous l'angle de leur efficacité socio-économique que la Caisse cherche désormais à mesurer. Pour ce faire, elle a développé une grille de cotation d'intérêt général des projets qui mérite certes encore d'être affinée. Elle met également l'accent sur sa participation à la gouvernance des SEM locales au travers d'une charte de l'administrateur et de pactes d'actionnaires. Encore notons-nous que, à ce jour, le nombre des pactes d'actionnaires demeure restreint. Mais l'orientation semble prise. Le succès de ces nouvelles orientations reste un objectif de long terme. Au plan local, la Caisse se trouve en effet sollicitée par les collectivités et doit aussi tenir compte des contingences locales. Elle doit, dans le même temps, gérer son stock de participations anciennes, faiblement rentables, peu liquides. Enfin, la démarche d'évaluation des investissements d'intérêt général doit être développée. Tels sont, Monsieur le Président, les points saillants de cette communication. Globalement, elle me semble relativiser les risques encourus par la Caisse, constater que des efforts très réels ont été réalisés par celle-ci pour rationaliser ses participations, montrer que les évolutions juridiques, financières et stratégiques convergent vers une diminution de l'importance de ce réseau et dégager, in fine, les directions dans lesquelles les améliorations doivent, à notre sens, se poursuivre. Merci, Monsieur le Président. Donc, nous avons bien entendu les 4 observations principales que vous avez formulées, les 4 points saillants. Je vais donner la parole maintenant au directeur général ou au président du Conseil de la Commission de surveillance pour qu'il nous confirme que, au fond, ce n'est pas un enjeu financier, c'est un ticket de partenariat local, une quasi-subvention à l'animation économique locale. Alors, Monsieur le Président, chers collègues, quelques mots peut-être avant d'en venir au contenu même du rapport et en réponse à vos questions sur un aspect sur lequel nous avions eu l'occasion d'échanger, qui concerne la bonne utilisation des travaux de la Cour des comptes par la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts, puisque nous avons la chance de bénéficier, outre de la présence intuité personae de magistrats de la Cour au sein de la Commission de surveillance, de pouvoir bénéficier de rapports effectués par la Cour au titre du contrôle des entreprises publiques de l'État. Et donc le rapport sur les SEM, tel qu'il a été fourni en 2008, bien évidemment, comme tous les rapports de la Cour, donne lieu à un suivi par la commission de surveillance, qui consacre d'ailleurs l'une de ses séances chaque année. Et dès les premiers échanges que nous avons eus, une partie des travaux ont été utilisés, bien évidemment, pour conforter la démarche qui a été engagée par la commission de surveillance au début de cette mandature, en parfaite harmonie avec le directeur général, consistant à améliorer la mesure de l'efficacité des investissements de la Caisse et de la qualité de ces investissements. Je voudrais à ce point m'interroger très courtoisement
par rapport à nos collègues sénateurs sur la méthodologie de nos commandes respectives de rapports, puisque les rapports particuliers ont effectivement vocation à être connus des commissions des finances, de l'Assemblée et du Sénat, à être mieux exploités. Nous avons souhaité aussi, j'en avais fait part au président Philippe Séguin, et on a évoqué cette question avec le premier président Didier Migaud, le souhait que, sans que la commission de surveillance, qui est une émanation quelque part du Parlement, ait un droit de tirage, comme les assemblées parlementaires en termes de commande de rapport auprès de la Cour des comptes, que nous puissions avoir, au moment où celle-ci élabore son programme de travail, également la capacité d'exprimer un certain nombre de souhaits sur des sujets d'enquête qui pourraient être utiles aux travaux de la commission de surveillance, dans son rôle de protection et de contrôle de la Caisse des dépôts, puisque je le précise, c'est bien le Parlement qui exerce la tutelle sur la Caisse des dépôts, la direction du Trésor exerçant la surveillance pour le compte de l'État, mais la tutelle est bien une tutelle du Parlement. Alors ceci étant, et après avoir salué le travail de la Cour, à la fois sur le premier rapport et sur le 58.2, qui sont des travaux concordants. Je voudrais, comme l'a fait le président Babusio, souligner d'abord qu'une partie des observations qui ont été formulées ont d'ores et déjà été prises en compte, qu'il y a eu d'ailleurs une réactivité forte et même une anticipation des services de la Caisse au niveau de la direction du développement territorial et du réseau, de la direction des fonds d'épargne et de la direction bancaire, la commission de surveillance ayant depuis 3 ans impulsé cette volonté d'évaluation et de mesure quantitative des investissements, le champ des SEM faisant partie de notre champ de préoccupation, mais étant, comme cela a été souligné, marginal par rapport à la totalité des investissements de la Caisse. Un certain nombre de recommandations qu'il appartiendra au directeur général de détailler ont d'ores et déjà été prises en compte. Pour les autres, la nouvelle organisation de la direction territoriale et du réseau et la rénovation des systèmes d'information de la direction des fonds d'épargne comme la direction bancaire devraient permettre de concrétiser ces progrès en 2011 et permettre à la commission de surveillance de bénéficier de davantage d'éléments. Alors, sur la motivation des investissements, nous sommes dans le cadre des missions d'intérêt général. Les missions d'intérêt général, je le rappelle, sont prévues comme une obligation qui est faite à la Caisse des dépôts au travers de la loi de modernisation de l'économie. Et s'agissant de missions d'intérêt général, il est somme toute naturel que la recherche de rentabilité soit différente de celle que nous pouvons rechercher sur des portefeuilles d'investissement totalement libres qui contribuent donc à permettre à la Caisse des dépôts de dégager un résultat significatif chaque année, de conforter ainsi ses fonds propres, d'avoir une capacité d'investissement ainsi qu'une capacité de versement d'une contribution à l'État. Donc, s'agissant évidemment des investissements qui sont faits dans les SEM, nous sommes dans le cadre de ces missions d'intérêt général. Nous sommes aussi dans un cadre, il faut le souligner, qui est un cadre de SEM, c'est-à-dire il s'agit de structurer une part de capital privé au capital des SEM, et la présence de la Caisse des dépôts est souvent un élément déterminant pour faciliter l'entrée au capital de ces SEM d'un certain nombre d'acteurs financiers locaux, à commencer par les établissements bancaires qui se trouvent dans les régions concernées. C'est aussi pour les élus, et je pense que tous ceux qui ont des SEM dans leur collectivité en seront conscients, une garantie d'avoir une gouvernance qui soit une gouvernance équilibrée avec des administrateurs qui peuvent apporter une vision extérieure et donc alerter les responsables des collectivités sur les prises de risques. Alors ceci, bien évidemment, dans mon esprit et dans l'esprit de la commission de surveillance, Nicole Bricq pourrait en attester, qui est une membre assidue des travaux de la commission et des comités spécialisés, ça n'interdit pas qu'il y ait des stratégies. C'est ce qui a été mis en place en s'efforçant de faire en sorte que les SEM s'inscrivent dans les démarches d'élan 2020, avec les priorités telles qu'elles ont été proposées par la direction générale et avec lesquelles la commission de surveillance a marqué son accord. Ça n'interdit pas, bien évidemment, aussi qu'il y ait une rotation du portefeuille, même si, bien évidemment, nous butons sur une certaine illiquidité des titres et qu'il y ait aussi une rationalisation de la cartographie des SEM. Je voudrais dire, par exemple, que cette rationalisation, lors d'un déplacement récent que j'ai eu l'occasion de faire
en région Languedoc-Roussillon, qu'on a en général affaire à des élus qui sont conscients des limites de capacité d'un certain nombre de leurs SEM, à des directeurs régionaux de la Caisse qui en sont, eux, tout à fait militants pour cette rationalisation, mais il est vrai qu'il est parfois difficile d'organiser les regroupements dans un délai court et que les prééminences de gouvernance entre collectivités peuvent jouer. Néanmoins, je crois qu'il y a aujourd'hui cette prise de conscience d'un besoin de rationalisation de la cartographie des SEM. Et donc, on voit ainsi que les recommandations qui sont faites au travers du rapport de la Cour, soit ont été prises en compte, soit ont même été devancées ou se sont trouvées en concordance avec les démarches engagées par la commission de surveillance. Je voudrais enfin, avant de laisser la parole au directeur général, dire un dernier mot de la loi de mars 2010 sur la création des SPL, qui ne doit effectivement pas contaminer les actions de pilotage décidées par la Caisse. Il y a des doctrines d'investisseurs avisés qui ont été rénovées, qui sont appliquées en région comme au siège. Il y a une charte de l'administrateur. Il y a une information des directions régionales sur les enjeux de cette nouvelle option, avec le risque, en quelque sorte, de ce que j'appellerais une double peine pour la Caisse, à savoir la dégradation de ses intérêts patrimoniaux détenus dans les SEM, au bénéfice de SPL, une décote de la valeur des cessions de SEM qui sont déjà pas forcément faciles. Ceci étant, il faut limiter l'appréhension qu'on peut avoir par rapport à cette affaire. Plus de 400 SEM dans lesquels la Caisse des dépôts est actionnaire, en face 40 SPL ou SPLA, et au travers également des contacts que l'on a pu avoir dans les directions régionales au cours d'un certain nombre de déplacements, on s'est aperçu que l'intention des élus locaux était souvent une transformation de régie, un outil permettant de gérer avec plus de souplesse des services municipaux plutôt qu'une inscription en concurrence par rapport à un certain nombre de sociétés d'économie dans lesquelles ils étaient eux-mêmes partenaires. Ceci étant, le Parlement a adopté cette loi. Ce n'est pas la Caisse qui en est à l'origine. Et elle a, je pense à juste titre aujourd'hui, lancé une analyse sur ce thème pour regarder comment notre action peut s'inscrire dans ce cadre modifié. Et la commission de surveillance, bien évidemment, en sera saisie comme elle est saisie chaque année des actions de la direction du développement territorial et du réseau, auxquelles nous portons une grande attention. La dernière séance à ce sujet-là, c'était le 24 mars. Et bien évidemment, à cette occasion, nous évoquons maintenant le sujet des sociétés d'économie mixte. 1%, encore une fois, des actifs, c'est relativement peu. Une prise de risque limitée, mais il faut être vigilant sur certains secteurs, notamment sur les SEM d'aménagement, avec les problématiques de portage foncier qui peuvent, et quelques modifications législatives et réglementaires qui peuvent avoir des incidences. Bon, néanmoins, nous sommes sur un sujet qui, tout en étant important dans le monde de l'économie mixte, est un sujet qui, je dirais, est limité au regard des missions qui sont celles de la commission de surveillance, c'est-à-dire de veiller aux orientations stratégiques de l'établissement et aux risques qui sont pris par celui-ci. Merci, Monsieur le Président. Mais au fond, la transformation des SEM en sociétés publiques locales, c'est le désinvestissement, parce que dans ces cas, dans ces hypothèses-là, la Caisse ne peut rester actionnaire. Oui, alors, en fait, on a deux phénomènes. On a des créations de SPL et de SPLA ex nihilo sans transformation, et puis à quelques endroits, il y a des transformations. Effectivement, les transformations, c'est ce que je disais, portent un risque de double peine, en sachant qu'il y a bien évidemment, compte tenu de l'illiquidité en plus des actions qu'on a dans les SEM, bon, un risque de valorisation insuffisante. Mais bon, la relation de la Caisse au travers de ses directions régionales avec les collectivités territoriales, dont elle est un partenaire important en matière d'apport d'ingénierie, en matière de co-investissement, fait, je pense, que ce risque est limité parce que il n'y a pas que les SEM, il y a tous les autres aspects de partenariat avec les collectivités qui font que les collectivités, je pense, ont la sagesse aussi de trouver les bons équilibres dans ce cas-là. Merci, Monsieur de Romanet.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, compte tenu de l'exhaustivité du rapport de M. Babuzio et de ce qu'a dit le Président Bouvard, je vais être bref. Je prendrai simplement 4 têtes de chapitre évoquées par M. Babuzio en conclusion et je dirai un mot sur les SPL et les SPLA. Sur l'importance financière des SEM dans le portefeuille d'actifs de la Caisse des dépôts, il est juste effectivement de dire que le risque est limité. Notre valeur d'achat était de 238 millions d'euros et notre valeur d'actifs nets est estimée à 636 millions d'euros. De mémoire, l'actif long de la Caisse des dépôts excède 45 milliards d'euros. Donc effectivement, il s'agit d'une somme qui n'est pas significative au regard des risques de l'établissement. Néanmoins, lorsque, en 2007, je suis arrivé à la Caisse des dépôts, j'avais été frappé par le fait que les participations de la maison dans les SEM apparaissaient un peu comme des biens de main morte, dont il était légitime de considérer qu'elles avaient une valeur de revente aux collectivités locales égale à la valeur nominale des titres. Ça vous donnera une idée de la rigueur avec laquelle ces comptes étaient suivis, ce qui m'a fait craindre que le détail de la connaissance des comptes des SEM soit insuffisant, ce qui nous a conduit avec Philippe Brédy à décider de la création de ce qu'on a appelé un infocentre, c'est-à-dire qu'on a décidé de créer une base informatique qui nous permet de savoir à tout moment quelle est la valeur d'actifs nets des SEM, information qui n'était pas connue à l'époque, et de connaître l'ensemble de la vie sociale des SEM. C'est-à-dire que nous avons désormais une base de données que vous avez dû, je pense, ausculter, qui permet de savoir pour chaque SEM les augmentations de capital, les réductions de capital, les distributions de dividendes, etc., etc. Donc, cette meilleure connaissance des SEM nous a permis, lorsque un certain nombre d'élus locaux nous ont demandé de vendre leur part, de faire valoir nos droits de façon tout à fait normale, en ayant finalement à accorder très peu d'exceptions. Dans certains cas précis, il a été quand même nécessaire d'accepter de vendre nos titres en dessous de la valeur réelle, parce que l'ensemble du milieu local observait une coutume qui était de vendre à vil prix. Et lorsque l'élu local venait nous voir en nous disant mais les caisses d'épargne, le crédit mutuel et tel autre tiers acceptent de vendre les titres à la valeur d'actifs nets divisée par 2, il était difficile pour nous d'être plus royalistes que le roi. Donc, les risques relatifs, je suis d'accord. Les efforts de connaissance, effectivement, c'est un effort qui doit être poursuivi. La convergence vers moins de risques, j'ai noté effectivement que la Cour des comptes nous avait fait une multitude d'observations pertinentes, les observations 10 à 15 notamment, quant à l'amélioration des procédures de contrôle des risques de nos participations dans les SEM. Et effectivement, le souci que nous avons eu à la Caisse des dépôts en 2007 en faisant le plan Élan 2020, c'est de ne jamais être dans une situation de pouvoir ou de vouloir implanter la Caisse des dépôts dans un dossier pour des logiques de pouvoir. Nous ne venons dans un dossier qu'à la seule condition qu'un élu local nous le demande. Et non seulement qu'il nous le demande, mais qu'en plus, ça rentre en cohérence avec nos priorités stratégiques. C'est la raison pour laquelle nous avons dégagé une grille de cotation des dépenses d'intérêt général, grille de cotation, d'ailleurs que nous avons exportée auprès du Fonds stratégique d'investissement pour l'information de la Commission, et qu'on pourrait d'ailleurs exporter, je pense, dans d'autres domaines. Cette grille de cotation nous permet de savoir si un investissement est utile au regard de 2 principaux critères, qui sont d'une part le critère de l'intérêt général, qui est évidemment un critère discutable, mais que nous partageons avec les élus locaux, et d'autre part le critère de l'investisseur avisé, étant acquis que nous acceptons pour les investissements dans les SEM des taux de rendement qui sont en bas de la fourchette du marché, c'est-à-dire que nous acceptons des taux de rendement qui peuvent être de 5 ou 6% et encore sur une très longue durée. Donc nous partageons évidemment les recommandations de la Cour des comptes quant à l'amélioration des règles de cotation que nous poursuivons. Alors, sur les SPLA, SPL, je crois que le risque, entre guillemets, pour nous est égal à 0, puisqu'encore une fois, n'étant pas dans une logique de pouvoir, si du jour au lendemain on nous demandait de vendre toutes nos participations dans les SEM, nous n'aurions aucune angoisse à ce sujet. Je pense que la structure juridique de la SEM est très utile en ce qu'elle permet à la collectivité locale de se confronter à la logique de marché. Et d'ailleurs, je regrette que la Fédération des entreprises locales n'ait pas plus de rayonnement à l'échelle du pays, parce que je crois que localement, il existe des expériences de SEM qui sont absolument remarquables en ce qui concerne l'aménagement urbain ou le développement économique des territoires. Et jamais la Fédération des EPL, maintenant, n'a, me semble-t-il, porté ce message assez haut.
Et nous, Caisse des dépôts, nous sommes très désireux de nouer un partenariat solide avec la Fédération des établissements publics locaux. Alors, s'agissant des SPLA, je me ferai un petit plaisir de vous livrer la liste des inconvénients qui peut exister pour une collectivité locale de passer de la SEM à la SPL. Je vous livre d'autant plus cette liste d'inconvénients qu'il s'agit non pas pour moi de dire aux collectivités locales de ne pas en créer, après tout elles font ce qu'elles veulent, mais il s'agit simplement d'être conseil pour leur dire que si d'aventure elles veulent créer une SPLA plutôt qu'une SEM, elles se privent de l'expertise d'un partenaire financier motivé qui se considère comme devant être un investisseur avisé. Elle prive l'investisseur public d'un apporteur de fonds propres, puisque, comme vous le voyez, la Caisse des dépôts n'est en réalité pas limitée pour apporter des fonds propres au SEM. Comme l'a dit le président Babusio, c'est 3 à 5 % de nos dépenses d'intérêt général. Nos dépenses d'intérêt général, c'est 500 millions d'euros par an. Donc ça veut dire que nos dépenses en faveur des SEM, c'est de l'ordre d'une quinzaine de millions d'euros par an. Si demain matin, il y avait une forte demande des collectivités locales pour doubler son montant, il serait probablement possible d'y accéder. Donc elle se prive de l'expertise d'un partenaire. Elle se prive d'un apport en fonds propres. Elle se prive de l'effet de levier de l'apport d'actionnaires privés. Il n'y a plus de partage de risque entre actionnaires publics et privés. Elles ne peuvent pas intervenir en dehors de leur champ de compétences précisé par les statuts, puisqu'elles ont le statut de société in-house. L'absence de mise en concurrence ne pousse pas l'entreprise à la performance. Il y a une perte de contradiction au sein des conseils d'administration des établissements entre actionnaires privés et actionnaires publics. Et j'en passe, je pourrais encore développer les inconvénients qui peuvent exister de développer un SPLA. Donc, pour conclure, je dirais qu'il me semble que l'exercice auquel la Cour des comptes s'est livrée et auquel votre commission s'est intéressée en demandant ce 58.2 est particulièrement précieux dans la mesure où il permet à chacun d'entre nous d'être tout à fait au clair sur ce qu'il est possible de faire ou pas avec une SEM et d'être en mesure de délivrer aux autorités locales une position qui soit dénuée de tout rapport de pouvoir, mais qui soit marquée du souci de la meilleure efficacité locale. Et encore une fois, je ne vois pas pourquoi on devrait se priver de cet outil de la SEM qui, dans beaucoup de cas, est le seul moyen pour une collectivité locale de se confronter aux rigueurs, certes, mais aussi aux conséquences d'efficacité qui sont attachées à la rencontre du marché. Bien, merci Monsieur le Directeur Général. Donc nous voyons bien que c'est un non-risque et que la gestion était déjà exemplaire, mais que sous la pression de la Caisse, elle est allée d'emblée vers l'excellence. Est-ce que je peux solliciter l'avis de la direction du Trésor sur ces sociétés d'économie mixte locale et la vision que vous avez, Monsieur le Directeur, de l'évolution? Est-ce que finalement ces sociétés publiques locales vont prendre corps? Est-ce que la circulaire qu'avait proposée M. Marlex va enfin être publiée? Merci Monsieur le Président. Je vais peut-être plus généralement réagir sur le rapport lui-même et la question de l'intervention de la Caisse des dépôts dans ces activités. Bon, le premier point, c'est que nous souscrivons très globalement aux conclusions et très généralement aux conclusions du rapport de la Cour. Je dirais que ces interventions, pour nous, sont logiques dans le cadre des missions d'intérêt général de la Caisse des dépôts. Le constat qui est fait que ces participations ont souvent été nombreuses, pas suffisamment pilotées historiquement ou peu pilotées historiquement, avec une attention insuffisante à la rentabilité, nous en sommes conscients et nous le partageons. Nous estimons également que ce sont des risques qui sont globalement limités en termes de montant, hein. C'est pas non plus un montant très élevé, c'est pas non plus un risque qui est financier illimité.
très lourd quant à ce genre d'intervention. Et vous avez indiqué tout à l'heure que c'était un peu géré comme des subventions, et je crois que ça reflète bien la réalité historique de ce que ça a pu être pendant un certain temps. Et tout l'enjeu est de sortir de cette logique. Alors, de ce point de vue, la conclusion de mission d'intérêt général n'est pas du tout exclusive d'une recherche de rentabilité et de prise en compte d'indicateurs de rentabilité. C'est un facteur de sélection des projets. Ça ne peut pas être que le seul facteur, mais c'est un facteur qui doit être essentiel. De ce point de vue-là, la grille de cotation qui a été mise en place est intéressante. Je ne sais pas si elle ne devrait pas être renforcée sur son aspect rentabilité financière. Et un autre point qui nous paraît très important est de se donner un horizon d'investissement. On ne peut pas entrer dans une SEM parce qu'elle est illiquide et se dire qu'on y reste pendant des décennies. Je pense que le taux de rotation du portefeuille, et peut-être il y a à rechercher dès l'entrée un peu cet objectif, le taux de rotation du portefeuille est quelque chose qui me semble important. Sinon on gèle des participations qui ont tendance à devenir passives. Et ce n'est pas, à mon avis, l'objectif. L'objectif, c'est plutôt d'amorcer quelque chose, pas de rester durablement au capital de ces SEM. Voilà les quelques points que je voudrais indiquer. Bon, ce qui a été entrepris nous semble en cohérence avec les conclusions qu'on peut tirer du rapport de la Cour. C'est quelque chose sur lequel nous insistons dans notre présence à la commission de surveillance, au titre de ces investissements, mais au titre des investissements d'intérêt général plus largement. Et je dirais que le caractère un peu historique nous semble quand même déjà un petit peu dépassé. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été entreprises et qui vont largement dans le bon sens. Sur le développement des SEM, leur utilité, je préfère laisser la parole à mon collègue de la DGCL. Oui, Monsieur le Président, je peux indiquer en premier lieu qu'à notre avis, il peut être recommandé aux collectivités qui envisagent de créer une société publique locale sur la base de la loi du 29 mai d'entourer cette création des garanties souhaitables pour assurer la conformité avec le droit européen. Les sociétés publiques locales se caractérisent par ceci, que la collectivité peut contracter avec elles sans organiser une mise en compétition, contrairement aux sociétés d'économie mixte. Mais cela à la condition que la société publique locale rentre dans le régime dit de la quasi-régie ou in-house qui correspond à deux critères, à savoir que la collectivité a sur la société un contrôle analogue à celui qu'elle a sur ses propres services, premier critère. Et deuxième critère, que la société exerce avec la collectivité dont il s'agit l'essentiel de son activité. Le deuxième de ces critères, je vais commencer par celui-là parce que c'est celui qui soulève le moins de questions, est garanti en tout état de cause par la loi elle-même. En effet, là où la jurisprudence européenne dit que la société doit faire avec la collectivité actionnaire l'essentiel de son activité, le législateur a retenu un parti beaucoup plus simple, qui est de dire que la société doit faire avec la collectivité actionnaire la totalité de son activité. Le législateur a précisé en outre que l'action de la société sera limitée au territoire géographique de ses membres. Donc la loi n'a pas simplement décalqué, si je puis dire, ou paraphrasé le droit européen. La loi s'est donné une marge de sécurité, elle a tracé une ligne qui se trouve clairement en deçà de la zone d'incertitude éventuelle que comporte le droit européen. Pour le dire autrement, une collectivité qui se conforme purement et simplement aux prescriptions de la loi est par là même, et à plus forte raison, assurée d'être en règle à l'égard du droit européen. Voilà par rapport au deuxième critère, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler l'obligation d'exclusivité. Le premier critère, c'est-à-dire que là où les collectivités exercent un contrôle analogue, appelle davantage de développement. Le rapport fait par M. Mézard pour l'examen de la proposition de loi rappelle en quoi consiste, aux yeux de la jurisprudence européenne, un contrôle analogue.
il rappelle en premier lieu que la présence d'un actionnaire privé au capital est exclue. Il rappelle en second lieu que la jurisprudence européenne permet que le contrôle analogue soit assuré à plusieurs. Autrement dit, il peut y avoir contrôle analogue collectif, ça n'est pas exclu. Il indique en troisième lieu que le contrôle analogue n'est pas forcément un contrôle strictement identique à celui que la collectivité aurait sur ses propres services. Et enfin, en dernier lieu, il démontre que la jurisprudence européenne raisonne in concreto, c'est-à-dire apprécie à travers un faisceau d'indices dans quelle mesure la collectivité contrôle suffisamment ou ne contrôle pas suffisamment la société dont il s'agit. Donc le rapport montre de manière très claire, à partir d'indices, que dans deux affaires, Parking Brixen et Carbothermo, le juge européen a estimé que le contrôle n'était pas suffisant. Dans une troisième affaire, République italienne, il a jugé que le contrôle était suffisant, mais en examinant très concrètement la manière dont le contrôle était effectué. À cet égard, la loi contient par elle-même des garanties. En premier lieu, la loi elle-même interdit la présence de partenaires privés, puisque par l'effet des amendements que vous avez adoptés, il est dit qu'il ne peut y avoir dans l'actionnariat de la SPL que des collectivités ou bien leur groupement. Le droit commun des sociétés commerciales garantit dans une certaine mesure le contrôle, puisqu'en tout état de cause, il est fait pour garantir les droits de l'actionnaire. Le droit des SEM, auquel le droit des SPL renvoie largement, donne des garanties aux collectivités, en ceci qu'il prévoit qu'elles seront nécessairement, par exemple, représentées au conseil d'administration. Il paraît prudent de considérer qu'au-delà du respect formel de ces prescriptions légales, la collectivité, pour être sûre d'être dans le in-house, aura avantage à définir précisément les modalités de son contrôle sur la société, puisqu'encore une fois, ce sont ces modalités concrètes qui intéresseront le juge. Autrement dit, il ne suffira pas forcément de dire la loi est observée à la lettre. Il faut montrer qu'il y a effectivement contrôle. Sur la sécurité juridique des sociétés publiques locales, le rapport de la Cour soulève deux questions importantes. Elle indique que se pose la question de l'articulation entre la jurisprudence in-house et les règles relatives aux aides d'État. Autrement dit, si la règle du in-house est satisfaite, s'il y a bien un contrôle analogue, est-ce qu'il ne faut pas en outre être en règle par rapport aux dispositions qui encadrent les aides aux entreprises? Notre sentiment est que la question ne devrait pas se poser, puisque dès lors qu'il y a contrôle analogue, on ne peut pas céder soi-même, et c'est en tout cas la thèse que nous défendrons devant l'Union européenne, à savoir que la question des aides d'État ne peut pas se poser concernant les SPL. Mais nous devons reconnaître, comme le dit la Cour, qu'il n'existe pas de jurisprudence européenne sur ce point. La Cour fait une autre observation qui, à notre avis, doit s'entendre comme étant aussi un conseil, indirect certes, mais un conseil aux collectivités locales concernées, qui est de veiller que l'action de la SPL n'ait pas pour conséquence de trop restreindre la concurrence sur le marché dont il va s'agir. La Cour consacre des développements à la question de la gestion du risque par la Caisse, en indiquant en substance que dès lors qu'il n'y a plus d'actionnaires privés, le risque pèsera davantage sur la collectivité territoriale. En pratique, les collectivités seront amenées à garantir davantage. Alors, sans portée d'appréciation sur ce pronostic que je suis absolument pas en mesure de confirmer ou de contester, il faut rappeler
que l'enjeu, à notre avis, est bien la maîtrise du risque global, c'est-à-dire non pas seulement le risque que la Caisse des dépôts subit comme actionnaire ou bien dans le cas des SPL comme simple prêteur, si dans l'hypothèse où elle leur prête, c'est la maîtrise du risque collectif subi tant par la collectivité que par la Caisse et que par tout autre partenaire. Aussi bien des dispositions légales limitent les garanties d'emprunt que les collectivités ont le droit d'accorder. Par rapport à cette question de maîtrise des risques, peut-être la question des montages complexes mériterait-elle attention, notamment les phénomènes de filialisation. Une dernière question est évoquée dans un article de la Gazette des communes de la semaine dernière, 20 septembre. Est-ce que la société publique locale peut être une alternative à l'intercommunalité comme support de mutualisation de services pour les communes? L'article semble pencher pour une réponse plutôt positive en disant que la SPL a par rapport à l'intercommunalité l'avantage d'une très grande souplesse. Mon sentiment sera quelque peu différent. Il me semble que la législation actuelle et encore plus ses évolutions en cours donnent aux collectivités, notamment aux communes, les moyens de mutualiser leurs services tout en restant dans le cadre d'institutions à statut public. Le projet de loi de réforme des collectivités territoriales comporte des dispositions à cet égard. Premièrement, il sécurise les mises à disposition de services communaux en direction des EPCI. Deuxièmement, il permet aux EPCI de gérer des services fonctionnels communs à leurs communes membres, ce qu'on appelle la mutualisation descendante. Troisièmement, il prévoit que les EPCI adopteront un schéma de mutualisation de leurs services, reprenant cela des idées inspirées directement ou indirectement par le rapport de M. Richard, le rapport de M. Dallier, le rapport de M. Warsmann. Ces trois dispositions, mutualisation ascendante de la commune à l'EPCI, mutualisation descendante de l'EPCI à la commune, schéma de mutualisation, ont été votés en termes conformes, identiques, par les deux assemblées parlementaires, ou, selon le cas, le seront quand l'Assemblée nationale aura procédé cet après-midi pour ce qui la concerne au vote solennel. Voilà, Monsieur le Président, ce que je pouvais dire sur les SPL. Juridique que, au fond, la société publique locale, c'est une sorte de syndicat mixte. Non? C'est un machin. C'est un instrument supplémentaire, n'est-ce pas? En tout cas, nous n'avons plus de doute, les participations de la Caisse ne sont en aucune façon des subventions à l'aménagement local. Ce sont des participations gérées comme telles. Et certaines d'entre elles génèrent d'ailleurs, enfin la plupart génèrent des plus-values, et en tout cas souvent des dividendes, même s'ils restent modestes par rapport à l'investissement. Et puis ça entretient les bonnes relations entre la Caisse et les collectivités territoriales. Et ça c'est précieux. Ça renforce un climat de confiance sur le terrain. Madame Brick a demandé la parole. Monsieur le Président, j'ai lu attentivement le rapport de la Cour, comme souvent. Pas tout le temps, mais souvent. Et j'ai écouté les explications et de la Caisse et du Trésor. Et pour dernière partie, je pense que l'intervention de M. Delsol était fort utile parce qu'elle nous rappelait le droit et les zones claires et celles qui peuvent être à risque, à la fois pour les collectivités locales et pour la Caisse, notamment avec le sujet des SPL, qui a été voté ici avec une participation active de nos collègues. Alors, ça m'amène à deux réflexions que je voudrais quand même livrer à la Commission.
c'est que, franchement, en lisant et en écoutant, j'ai un peu perdu le fil de la saisine par le 58.2 de la Commission des finances. J'avoue que je ne sais plus très bien ce que nous cherchions. D'accord. Bon, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, ben oui, mais je le fais a posteriori maintenant. Hein. Et le deuxième point, parce que ça a été évoqué par la Cour et ça nous a été redit par la Caisse, et je vous représente à la commission de surveillance avec Monsieur Lambert, ça nous interroge, nous législateurs, tout ça, dans la mesure où nous aurions intérêt. On s'est peut-être focalisé sur la société publique locale, qui est un nouvel outil juridique, mais je pense, Monsieur le Président, qu'on aurait intérêt, de ce point de vue, à un moment que moi j'ai souhaité quand même, avec le recul du temps, assez rapide, justement par rapport à la reconfiguration, peut-être, c'est peut-être un peu excessif ce terme, mais je pense que notamment l'impact de la loi LME sur on voit bien que ça revient. La notion d'investisseur avisé, elle porte à conséquence dans les orientations que la Caisse est amenée à prendre. Et je pense qu'on voit bien dans les rapports écrits que, à la fois, cette notion d'investisseur avisé, c'est la loi LME de 2008 qui a consacré le terme. Pardon ? C'est le droit européen. Oui, mais nous l'avons inscrit dans notre législation explicitement. Non, mais je dis pas que c'est pas bien. Je trouve que c'est bon. Je dis que il faudrait voir concrètement, et à l'appui aussi de la création par une proposition de loi des SPL, eh bien, il faudrait faire une évaluation de ces dispositions législatives, un vrai contrôle commun sur l'impact que ça peut avoir pour les activités de la Caisse et comment elle-même réoriente l'allocation de ses actifs. Bon, c'est évident que depuis 2 ans, sous l'effet aussi de la crise économique, avec la création du FSI, avec ce qu'on va lui demander pour la Poste, elle est particulièrement exigeante sur l'allocation de ses actifs et la rentabilité qu'elle en attend, parce que je pense que c'est quand même un point essentiel pour nous. Donc voilà un petit peu ce que je souhaitais dire, mais je considère que, je l'ai dit, je ne sais pas trop ce qu'on cherchait, mais je considère que c'était fort utile de faire le point d'où on en était par rapport aux évolutions du droit aussi. Ça me paraît extrêmement important. Et je vous remercie tous d'y avoir chacun apporté sa contribution. Nous n'avions aucun doute sur la qu'elle est placée sous la surveillance de la commission de surveillance. Mais nous faisions l'hypothèse, et ne prenez pas mon propos en mauvaise part, que ces participations dans les sociétés économiques locales pouvaient être la conséquence de considérations historiques de l'influence de tel ou tel élu territorial qui, à un moment donné, avait souhaité l'accompagnement de la Caisse, aussi bien sous forme d'apport au capital des sociétés économiques locales. Nous avions le souvenir de la grande période d'aménagement où la Caisse des dépôts était présente partout, et nous nous demandions si finalement ces sociétés d'économie locale étaient vraiment toutes sous contrôle, et nous souhaitions avoir connaissance du pilotage exercé par la Caisse sur ces sociétés. Et au fond, ce que nous souhaitions correspondait à des travaux déjà engagés par la Cour des comptes. Et pour ne pas surcharger la Cour, nous avons orienté l'un de nos droits de tirage sur ce thème qui rejoignait les préoccupations de la Cour. Et donc, je rappelle que nos objectifs, c'était d'établir une typologie des sociétés d'économie mixte concernées, ainsi qu'un bilan de la diversité de leur statut et de leur évolution juridique, avec ce qu'on vient d'évoquer à propos de l'apport des sociétés publiques locales, de mesurer, deuxième préoccupation, la valeur ajoutée apportée par la Caisse des dépôts et consignations dans ce type d'activité,
Et je pense que parmi la valeur ajoutée, hormis le fait qu'elles sont vraiment sous contrôle, chacune de ces caisses, je pense que la présence d'un représentant de la caisse parmi les administrateurs peut être un activateur de bonne gouvernance, pour ne pas laisser les élus territoriaux entre eux. Vous voyez ce que je veux dire. Ceci n'est en aucune façon malveillant à leur égard. Et puis enfin, de porter une appréciation sur la nouvelle doctrine d'intervention de la Caisse, et elle nous a été exposée magnifiquement par Michel Bouvard et par Augustin de Romanet. Alors, j'ai plusieurs inscrits. Le rapporteur général souhaite s'exprimer. Est-ce qu'il a une priorité? Monsieur le Président, peut-être un mot pour revenir aux bonnes vieilles SEM, celles d'autrefois, celles de l'origine, puisque tout ça trouve son origine à l'époque de François Bloch-Lenné. Ce réseau a été constitué à cette époque-là, il y a une 50aine d'années, et il était fédéré autrefois dans la 7. Voilà. Et j'ai le souvenir que dans le passé, on avait pu critiquer certains comportements en matière de frais de gestion, plus précisément de niveau de rémunération de dirigeants de ces sociétés. Il faut bien reconnaître qu'il peut être pratique, quand on est une collectivité territoriale, qu'on a un vieux secrétaire général qu'il faut latéraliser, ou que l'on a besoin de compétences difficiles à rémunérer avec la grille de la fonction publique territoriale, d'utiliser des organismes de ce type bénéficiant d'une beaucoup plus grande liberté de gestion. Donc j'espère que tout ceci est vraiment du passé. J'espère que Compiègne n'a jamais eu de société d'économie mixte. C'est un article de foi. Jamais, ni office d'HLM, ni société d'économie mixte, rien de périphérique, rien de parallèle, que la collectivité locale pure et dure. Bon. Et pour des raisons d'ailleurs de simplicité de gestion, simplement pour savoir ce qui se passe. Et peut-être parce qu'il y a une SEM départementale. Alors, il y avait une SEM départementale que je n'ai jamais fait travailler à Compiègne, mais j'étais le vice-président du conseil de surveillance et donc j'y allais bien volontiers parce que c'était un lieu convivial et sympathique. C'est un acte de foi et d'espérance. Absolument, cher collègue, absolument. Bon. Mais j'en reviens quand même à ces facilités de gestion que l'on s'est parfois données par l'utilisation d'outils comme les sociétés d'économie mixte. Et ma question s'adresse simplement à la Caisse des dépôts, à la tutelle et à la Cour des comptes. Est-ce que ce sont des sujets sur lesquels vous êtes vigilants ? On est absolument vigilant. Et lorsque je disais tout à l'heure que le fait de se retrouver entre soi dans une SPL pouvait avoir des inconvénients, c'est justement parce que nous nous efforçons, en tant qu'administrateurs de la Caisse des... Enfin, nous demandons aux administrateurs de la Caisse des dépôts qui sont dans les conseils d'administration des SEM d'avoir les mêmes règles éthiques et déontologiques que celles qu'ils ont dans les fonds d'investissement qui sont financés par France Investissement ou dans tout autre organe de gouvernance. Donc, est-ce que je peux répondre définitivement oui à votre question? Je dirais dans les instructions que je donne, sans aucun doute. J'ajouterai un point, c'est que depuis que je suis à la Caisse des dépôts, je n'ai jamais, je dis bien jamais, reçu une sollicitation d'un de mes collaborateurs ou d'un élu local pouvant me donner à penser qu'il y aurait des abus. Donc, si d'aventure cette situation existe, elle est rare, et je pense que les motivations industrielles de latéralisation auxquelles vous faites référence ont trouvé des substituts depuis, me semble-t-il. Si je peux ajouter un mot, Monsieur le Président, par rapport aux interrogations de Philippe Marini. Bon, je crois que la commune n'a pas de SEM dans sa commune. Bon, moi, il se trouve que je suis dans un département où on a pas mal de sociétés économiques mixtes. Et bon, la présence de la Caisse, je crois, est une garantie par rapport notamment aux problématiques de rémunération. Et l'intérêt
il vient en partie d'ailleurs de cet héritage historique qu'évoquait Philippe Marini, de l'héritage de la SED, de l'héritage de la SIC, et s'agissant notamment des SEM d'aménagement, donc de l'héritage de la SED, parce que finalement c'est un vivier d'abord pour la gestion des ressources humaines, pour avoir un encadrement et pour avoir justement des références en matière de rémunération, parce que dès lors que vous allez piocher dans ce vivier, vous vous efforcez en fonction de la taille de la SEM, en fonction de l'endroit d'où vient votre directeur, vous avez des références et de cette manière-là, vous évitez un certain nombre d'écarts. Vous avez des personnels de qualité dans lesquels vous pouvez aller piocher et vous avez des références en matière de rémunération et en matière de déroulement de carrière. Donc c'est tout de même quelque chose qui est important. Puis je voudrais revenir sur un autre point parce que j'ai compris que le président de la Commission des finances du Sénat se disait, bon, est-ce que quand en clair la Caisse des dépôts met un ticket dans une SEM, est-ce que quelque part c'est pas une subvention déguisée? Est-ce qu'on ne fait pas de la débudgétisation en quelque sorte? Alors, moi je voudrais être tout à fait clair là-dessus. Bon, tout d'abord, la commission de surveillance depuis 3 ans, et nous partageons cette préoccupation avec Augustin de Romanet, fait la chasse à la débudgétisation. C'est pour ça qu'on a voulu supprimer les bonifications d'intérêt sur fonds d'épargne. C'est pour ça qu'on a souhaité que toutes les conventions passées avec l'État passent devant la commission de surveillance. Et bien évidemment, cette logique d'éviter de la débudgétisation ou de la subvention déguisée, elle existe également sur l'entrée au capital d'une SEM. S'il y a une entrée au capital d'une SEM, c'est parce qu'il y a un projet, c'est parce qu'il y a des investissements. Et la part d'investissement qui va être supportée au travers d'une augmentation de capital, elle correspond, je veux dire, à une logique de rentabilité. Moi, j'ai vu plusieurs dossiers passer dans la région dont je suis élu sur des augmentations de capital, pas seulement dans mon département, pour porter un certain nombre de projets d'investissement. Je peux dire que le crible auquel le projet est passé par les équipes des directions régionales est un crible qui est extrêmement précieux et qui permet justement de s'assurer de la rentabilité des projets et donc du fait que nous ne sommes pas dans une logique d'investissement à fonds perdu et donc dans une logique de subvention. Les emplois sont des emplois réels? Alors, Monsieur le Président, je pense qu'il y a 2 éléments peut-être qu'on peut donner. Un, c'est que désormais les rémunérations sont prises en charge par les SEM elles-mêmes, hein, ce qui est sans doute plus sain que ce qui était le cas autrefois. Deuxièmement, nous avons constaté que dans certaines SEM, mais ce n'est bien entendu pas le cas général, il y a désormais des comités de rémunération qui examinent la rémunération du directeur général de la société. Mais ceci, évidemment, nous l'avons constaté ponctuellement, notre enquête n'était pas exhaustive et il va de soi que la pratique n'est pas généralisée. Et maintenant à notre collègue Mézard qui a rapporté la proposition de loi sur les sociétés publiques locales. Merci Monsieur le Président. Très simplement, je voulais, ayant été rapporteur de ce projet de loi qui a été voté à l'unanimité par les 2 chambres, indiquer qu'il ne s'agissait pas de créer un instrument pour détruire les SEM, mais qu'il s'agit d'un instrument complémentaire, d'un nouvel instrument. Et après avoir écouté Monsieur de Romanet, je ne voudrais pas que ce nouveau véhicule législatif soit dès l'origine criblé d'un certain nombre de projectiles. Nous avons en effet pris toute une série de précautions pour être en conformité avec la jurisprudence européenne et en particulier avec l'arrêt de 2008 Coditel-Brabant, que nous avons pris la précaution dans les travaux de commission de proposer toute une série de sécurisations avec la société anonyme, au moins 2 actionnaires, un objet social par référence aux compétences des collectivités territoriales et des SPL qui ne pourront travailler que sur le territoire de ces collectivités. Donc je crois qu'à ce niveau-là, on a pris beaucoup de précautions. Au niveau aussi des SPLA dont le potentiel d'action a été élargi par les nouveaux textes. Et lorsque j'entends la Caisse des dépôts dire qu'avec les SPL, on va se priver de conseils avisés,
Je pense que quand on se réfère à la page 25 du rapport de la Cour des comptes, ces conseils n'ont pas toujours été avisés. Pour avoir 3 SEM sur ma communauté d'agglomération, j'ai pu voir que ce n'était pas toujours le cas. On nous dit aussi qu'on se priverait d'apporteurs de fonds propres, qu'on perdrait l'effet de levier du privé, que nous n'aurions pas de performance avec les SPL. Et finalement, on nous indique que les collectivités locales pourraient conserver les SEM et donc les participations de la Caisse des dépôts par rapport aux autres avantages extérieurs qu'apporterait la Caisse des dépôts. Je trouve que ça, c'est un peu une pression qui n'est pas tout à fait pertinente. Et j'ajoute, Monsieur le Président, que moi je crois que les SPL et les SPLA vont se développer davantage que ce que l'on peut penser à la lecture du rapport. En effet, il y a la facilité pour la mise à l'écart de la concurrence sur un certain nombre de dossiers où cette mise en concurrence amenait des difficultés juridiques et techniques terribles, en particulier sur nos petites et moyennes agglomérations, qu'en plus, il ne faut pas rêver, je le dis à la Caisse des dépôts, la vente, la cession de la moitié de Transdev à Veolia va amener un certain nombre de nos collectivités à changer les perspectives en matière de transport, par exemple. Ce sont des choix qu'il faudra assumer aussi. Donc je suis convaincu, moi, que, après avoir aussi vu, Monsieur le Président, par la gestion à laquelle j'ai pu participer, que les SPL vont apporter un plus et que nous avions, et c'est pas fini, quand même une certaine imbrication de filiales autour de la 7, je me suis rendu compte après des années qu'une SEM que je présidais, l'expert comptable était une filiale de la Caisse des dépôts, ça m'avait été caché pendant plusieurs années, que le cabinet d'avocats avait des liens étroits avec la Caisse des dépôts, et j'en passe, et il suffit de se référer à la page 25 du rapport pour savoir ce qu'il en était. Alors c'était certes des conseils avisés, très avisés, mais au-delà des dividendes, ça a apporté quand même une rémunération, puisqu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc moi je crois que c'est complémentaire, je crois qu'on a un instrument avec les SPL qui est un bon instrument, qui ne remplacera pas totalement les SEM, ni les avantages des conseils souvent avisés, c'est le cas de la Caisse des dépôts, mais qui permettra à nos collectivités de disposer d'un instrument performant. L'avis de la Caisse. Non, sans vouloir engager un débat ou polémique, non, je crois que ce que vous dites va dans le sens de ce qu'a dit Augustin de Romanet sur le fait que les SPL ne sont pas l'ennemi des SEM. Elles sont un nouvel outil à côté, mais elles ne remplissent pas la même fonction. Elles sont 100% détenues par les collectivités territoriales, elles sont in-house, elles doivent respecter un certain nombre de règles assez strictes. Et quand on a dit qu'il n'y avait pas de l'effet de levier, ça vaut pour la Caisse, mais ça vaut aussi pour les fonds privés. Et on n'a pas de raison de mettre plus en avant la Caisse que les autres sur ce sujet-là. Donc je pense que ça, c'est assez factuel, que l'effet de levier est moindre. Il est vrai aussi, comme l'a dit Madame Brick, que l'introduction de ce dispositif, même si vous dites qu'il crée un plus, va aussi changer et obliger, y compris les collectivités territoriales, à se poser la question du paysage des structures d'intervention dans le domaine de l'économie mixte, puisque les SEM sont mises en concurrence, qui est d'ailleurs, au-delà même de la gouvernance de la Caisse, qu'on essaye d'impulser à travers l'action de la Caisse des dépôts. Il faut rappeler que le fait d'être en concurrence est en soi une corde de rappel par rapport à un certain nombre de comportements qui pourraient y avoir dans des sociétés d'économie mixte. Ces comportements, moi je ne sais pas, ils sont peut-être plus faciles à avoir sur des sociétés 100% détenues par les collectivités locales et in-house que sur des sociétés mises en concurrence et avec actionnariat privé. Donc il va y avoir deux catégories de sociétés, certaines mises en concurrence avec de l'actionnariat privé, qui seront par définition sur des marchés différents, et d'autres qui devront veiller à rester dédiées à des besoins spécifiques de leur actionnaire majoritaire. Ça va, je pense, et c'est l'objet de la stratégie mise en place à la Caisse, obliger à repenser le paysage même des SEM, probablement à des rationalisations futures, et à mieux discerner ce qui est du ressort de la SEM et du ressort de la SPL. Ce qui va dans le sens de la stratégie que nous essayons d'avoir en partenariat avec les collectivités territoriales. Quant aux
sujet que vous évoquez, historique, de relations avec des filiales ou des prestataires de services de la Caisse ou la CET. Bon, ça a été dit tout à l'heure par la Cour des comptes. Il y a maintenant une dissociation entre l'actionnariat d'un côté et des filiales qui remplissent des prestations de services qui, dans le groupe Caisse des dépôts, ont le droit d'exercer des activités concurrentielles et qui le font dans le cadre des règles de mise en concurrence vis-à-vis des sociétés d'économie mixte. Président, simplement, pour revenir à ce que je veux pas qui est d'équivoque, comme notre réunion est retransmise et suivie à l'extérieur, il n'y a pas de vente par la Caisse des dépôts de la moitié de Transdev à Veolia. Il y a une fusion à parité entre deux sociétés et avec une présidence de la nouvelle société qui sera assumée par Veolia, une direction générale par Transdev, avec un plan d'affaires commun qui a été rédigé et avec le respect des orientations qui ont été prises par Transdev vis-à-vis de l'ensemble des collectivités territoriales qui ont fait confiance à la Caisse pour leur confier leur réseau de transport. Après, au terme des concessions, évidemment, les collectivités sont libres de pouvoir faire d'autres choix. Mais je veux dire, il n'y a pas de vente de la moitié de Transdev à Veolia. Nous sommes bien dans une opération qui est différente. Voilà. Qui est de nature à renforcer la concurrence, probablement. Mais oui. Concurrence européenne. Qui ne renforcera pas la concurrence, mais qui prend en compte une concurrence qui devient beaucoup plus large dans le secteur du transport public, à l'exception de l'Île-de-France et de la région parisienne, mais ça c'est un fait historique. Mais on a de grands opérateurs étrangers qui arrivent maintenant dans le secteur du transport public dans d'autres pays, des Chinois de Hong Kong, des Espagnols, voilà. Oui, c'est ça, et à l'échelle du monde. Ouais. Mais néanmoins, quand on fait des appels d'offres au plan départemental pour le transport scolaire, les acteurs se raréfient et nous avons quelques convictions libérales et nous interrogeons sur la logique de ces concentrations. C'est comme le too big to fail, voyez-vous. Jusqu'où doit-on aller? Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné une logique financière qui tente à se substituer à la logique de service public, quoi? Monsieur Alduy. Oui, beaucoup de choses ont été dites, mais je voudrais aller dans le même sens que notre collègue. Mesdames, je suis totalement convaincu que les SPLA vont se développer et qu'elles vont prendre une grande part du marché aujourd'hui occupé par les SEM. Alors pourquoi? Les SEM, historiquement, c'était une puissance financière, une puissance technique, pas de mise en concurrence, et en contrepartie, ce n'étaient pas les collectivités qui prenaient tous les risques. Peu à peu, la puissance financière est partie, la mise en concurrence est arrivée, le réseau technique s'est étiolé, et il n'y a plus de prise de risque. Les collectivités garantissent tout. Elles garantissent tout. Les opérations en compte propre d'une SEM sont rarissimes. Rarissimes. Donc évidemment, lorsqu'on est dans cette situation-là, pourquoi s'enquiquiner à faire des appels d'offres compliqués, alors qu'avec une SPLA, ça va plus vite. Et comme de plus en plus, c'est la maîtrise d'un calendrier qui fait la réussite d'une opération, on souhaite, la plupart des collectivités locales, gérer de manière précise les calendriers. Donc je suis totalement convaincu que la SPLA va se développer. Et donc ça va interpeller la Caisse des dépôts. Et je pose la question suivante, est-ce qu'il ne va pas falloir demain avoir une complémentarité, une coexistence entre les deux systèmes, où on remettra les SEM à leur place dans le temps, c'est-à-dire une société qui prend des risques, et ce n'est pas la collectivité qui prend tous les risques.
avec à côté de ça, en effet, les SPLA, qui ne sont en fait qu'une émanation des collectivités et une façon plus active de faire fonctionner le service public. Quand je dis plus active et surtout plus transparente, avec une facilité pour mesurer les dépenses et les coûts, pour mettre en place des mécanismes de comptabilité analytique, etc. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est une modernisation des services publics, avec en effet tous les aspects mutualisation que l'on pourra développer avec l'extension des EPCI, de l'intercommunalité. Et il faudra donc à côté que des sociétés économiques reprennent leur fonction de sociétés à risque, de sociétés qui font des opérations en compte propre. À partir de là, on va avoir une complémentarité. Alors, il faut que cette orientation soit prise rapidement. Parce que si on se met à transformer, à supprimer les SEM les unes après les autres, pour passer à des SPL et des SPLA, eh bien à la fin, il n'y aura pas de complémentarité. Hein, et on aura un système privé d'un côté et le système des SPLA au milieu, de l'autre, et plus du tout d'économie mixte entre les deux. Et moi, je suis un adepte de l'économie mixte à condition que le partenariat en question soit pas simplement la collectivité prend tous les risques et de temps en temps voit des conseils avisés. Cela dit, j'ai bien aimé, lorsque le directeur général a affirmé, et je m'arrêterai là-dessus, nous n'avons pas de logique de pouvoir. Et j'aimerais que ce message aille jusque tout en bas de la Caisse des dépôts, et que notamment il n'y ait pas une sorte de pression sur les collectivités du style, si vous faites SPLA, on ne sera pas là dans tel et tel endroit, dans tel et tel aide, dans tel et tel partenariat. Parce que ce type de chantage, évidemment, peut en agacer plus d'un, dont je fais partie. Bien, nous arrivons au terme de cette audition pour suite à donner. Nous l'imaginions extrêmement riche, tout à fait interactive. Elle est allée au-delà de nos espérances. Grâce à chacun d'entre vous, je remercie Monsieur le Président de la Première Chambre, Messieurs les conseillers maîtres, vous, Madame le rapporteur, le Président de la Commission de surveillance, le Directeur général, qui a dû nous quitter, mais nous savions ses contraintes, ses adjoints, la Direction générale des collectivités locales, la Direction générale du Trésor. Merci à chacun d'entre vous, Mesdames et Messieurs. Les résultats de cette enquête vont finalement faire l'objet d'une publication. Prochain rendez-vous à 16h30 où vous pourrez suivre les débats sur le projet de loi NOM, sur la nouvelle organisation du marché de l'électricité. Vous pouvez également retrouver tous nos décryptages politiques et parlementaires sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur notre chaîne.